Peut-être quelques mots pour nous présenter la Link Up Factory. Nous sommes une agence de conseil et de communication et notre credo, c'est d'accompagner les stratégies de marque et d'entreprise pour qu'elles soient contributives au développement durable. Donc notre enjeu, c'est d'accompagner les marques et les entreprises en co-construction autour de leur démarche d'engagement pour qu'elles soient les plus ambitieuses possibles. Mais c'est aussi de faire résonner ces engagements auprès des publics concernés avec cette dimension de communication. Donc, on a 3 domaines d'expertise à l'agence. Le premier, les démarches RSE, comment on accompagne les entreprises dans la structuration, dans l'animation, mais aussi dans la communication de leur démarche RSE. Donc, ça passe par la définition de la stratégie et de la gouvernance, mais aussi des feuilles de route, métiers, la mobilisation des acteurs internes et tous les différents rapports qui peuvent être faits. Le deuxième domaine d'expertise que nous avons à la Link Up Factory, ce sont l'accompagnement des stratégies RSM, responsabilité sociétale de la marque, comment la démarche RSE redescend sur la marque. Donc on accompagne les marques sur la définition et le développement à la fois de leur raison d'être, mais aussi de leur stratégie de marque engagée et leur expression créative autour de cet enjeu. Ça passe par un diagnostic, ça passe bien sûr par la stratégie de plus marketing, de marque engagée, la raison d'être, le storytelling, mais aussi cette capacité à embarquer les différents publics de la marque à l'interne, mais aussi évidemment à l'externe et auprès des consommateurs et des parties prenantes. Et puis le troisième domaine d'expertise, un peu plus hybride, c'est l'expertise du changement de comportement qui est impulsée à l'agence par Sandrine Raffin, experte en changement de comportement et en marketing social, qui est aussi la présidente et la fondatrice de la Link Up Factory. Et donc, effectivement, sur cet enjeu du changement de comportement, on travaille au développement de projets pilotes et de recherche aussi relatifs au changement de comportement et au nudge. C'est aussi pour ça qu'on est agréé recherche sur ce domaine. En tant qu'entreprise et agence spécialisée sur les enjeux du développement durable, on est fiers de faire partie effectivement et d'avoir rejoint le mouvement du Global Compact et fiers d'avoir été certifié B Corp il y a quelques mois. On est aujourd'hui 25 à l'agence et ça fait 10 ans que la Link Up Factory existe. Voilà, pour vous dire quelques mots de l'agence. Je suis Laetitia Sartori, je suis directrice générale adjointe et j'ai eu le plaisir de travailler sur la présentation qu'on va vous faire avec Michael Couteau, qui est chef de projet ingénieur et qui a travaillé sur ce sujet. Je voulais aussi vous présenter Sophie Patier, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être là aujourd'hui avec nous, et qui est un témoin effectivement sur cette conférence. Sophie, je te laisse peut-être te présenter. Oui, bonjour à tous. Effectivement, la beauté, c'est une de mes passions et ça a été mon métier pendant 15 ans parce que j'étais journaliste pour les rubriques beauté dans la presse, dans des titres comme Femme Actuelle, Top Santé et bien d'autres. Et donc, j'ai appris à connaître ce domaine qui est passionnant parce qu'on rencontre des gens en général qui sont passionnés par leur métier et qui touche plein de domaines différents, que ce soit du sourcing avec les matières premières, en passant par les procédés de fabrication, les formules et les chimistes, et jusqu'au marketing et à la conception des packaging, etc. Et tout ça est passionnant. Voilà.
Merci Sophie. Donc on va commencer cette présentation. Alors l'agenda. Ah, alors, un des participants qui nous a rejoints, je pense, n'a pas coupé son micro. Si vous pouvez avoir la gentillesse de couper votre micro, puisqu'on vous entend. Merci beaucoup. Donc, quelques mots. Par contre, on n'a plus, Mika, on a un petit souci, on n'a plus la présentation à l'écran. Non, il va falloir que tu la remettes. Je viens de voir que c'est parti. Je pense que quelqu'un a voulu présenter quelque chose. Ah, alors, excusez-moi, petit problème technique. Donc ça, c'est ennuyeux. C'est embêtant parce que ça prend un peu de temps à recharger. Donc effectivement, il a dû y avoir une mauvaise manipulation. Quelqu'un a dû essayer de... Donc, ça va prendre quelques minutes le temps que la présentation se charge, mais ça va me permettre d'introduire un petit peu le sujet. Donc, l'enjeu de la présentation qu'on va vous faire aujourd'hui, c'est de pouvoir identifier avec vous et de mieux comprendre quelles sont les initiatives des marques et des entreprises qui s'engagent vers une beauté pour qu'elle soit plus engagée, plus éthique, plus durable. L'idée est de pouvoir trouver quelques clés à la fois de compréhension, mais aussi pour avancer et puis pour progresser et faire bouger effectivement ce secteur de la cosmétique qui est encore challengé par ses parties prenantes, on va le voir, mais aussi par ses consommateurs et notamment par les plus jeunes générations. Donc les questions qu'on s'est posées, quelles sont les réponses finalement que les marques et les entreprises du secteur peuvent-elles et doivent-elles même apporter aux consommateurs? Comment les nouveaux modèles de consommation font bouger ce marché? Et enfin, comment on peut inventer ou réinventer une nouvelle forme de création de valeur, mais aussi de différenciation sur cette offre de la cosmétique et plus largement de l'hygiène beauté. Donc l'agenda qu'on vous propose ce matin, c'est une présentation qui va durer à peu près 1 heure. On va balayer les grands éléments de contexte qui nous semblent importants à prendre en compte, évidemment les enjeux du secteur, les attentes des consommateurs. Et puis on va dresser avec Michael un panorama des 10 grandes tendances de ces marques engagées pour essayer de décrypter quelles sont les démarches emblématiques, les innovations et puis les nouvelles offres qui s'installent progressivement sur ce marché. Et à la fin de cette présentation, on va pouvoir avoir un moment d'échange, une demi-heure. Et merci à Sophie d'être là en tant que consultante experte sur ce domaine de la cosmétique, mais aussi en tant qu'ex-journaliste avec ton regard et ton œil critique. On va pouvoir échanger, se poser des questions et vous n'hésitez pas à poser vos questions sur l'outil Teams, afficher la conversation. On va tenter d'y répondre à la fin de la présentation. Alors, quelques éléments de contexte pour entrer dans le vif du sujet. Premier point, on est revenu sur cette slide un peu sur un retour sur 30 ans de cosmétique. C'est le marché de la cosmétique, il est passé par des grands chapitres qui l'ont structuré. Ça a été dans les années, avant les années 90, cette quête d'une beauté absolue avec des codes finalement assez stricts. Puis on est passé dans les années 90 et les années 2000 à une vision de la cosmétique finalement assez fonctionnelle, où on cherchait, les consommateurs entre autres, la meilleure performance et les marques étaient dans une forme de surenchère avec un côté assez technique. Puis ça a été l'ère du digital dans les années 2000 cette ère du digital, elle a à la fois permis de mieux comprendre les comportements des consommateurs, d'avoir des offres plus ciblées. Puis ça a été une nouvelle façon aussi de communiquer avec eux et ça a été un tournant effectivement intéressant.
Puis dans les années 2005-2010, ça a été l'ère des produits sans, qui a commencé avec la crise autour du parabène, très relayée autour d'une étude et de plusieurs études, et un sujet qui fait encore polémique aujourd'hui. Et cette ère du sang, elle a poussé les marques à revoir effectivement leurs formules et leurs ingrédients. Alors attention, si la présentation est encore partie, je crois que... Alors visiblement, il y a quelqu'un dans l'auditoire qui a dû afficher, qui essaie d'afficher une autre présentation. Donc, je suis désolée, on va devoir retélécharger, ce qui est un vrai souci. Ou est-ce que tu peux prendre la main, Mika, et télécharger pendant que j'avance sur la présentation? Oui, je me lance. Et je fais les éléments de contexte. Donc, désolée. Laetitia, oui. Excusez-moi de vous déranger. Je pense que pour les gens qui ne connaissent pas Teams, c'est compliqué de comprendre la petite barrette de pilotage en bas, parce que parfois on pense que c'est la façon de pouvoir voir l'écran qui s'affiche. Donc la barrette où il y a une flèche en bas dans un écran, c'est pas ça qui vous permet d'aller sur la présentation, mais ça vous amène à charger votre propre écran. Donc c'est peut-être pour ça que quelqu'un fait cette fausse manip, parce que c'est quand on ne connaît pas, c'est pas forcément intuitif. Hein. Donc pour voir l'écran s'afficher lorsqu'il va s'afficher, parce que ça prend un petit peu de temps à se charger, eh bien vous allez aussi bien dans Conversation que de cliquer sur l'écran qui doit apparaître en bas à droite de votre propre écran. Voilà, parce que je pense que c'est peut-être ça aussi qui crée le souci que vous rencontrez. Oui. Bonjour à tous, c'est Sandrine Raffin, je suis à la technique. Merci Sandrine. Donc, au-delà d'être à la technique, Sandrine est la présidente fondatrice de l'agence. Merci de ce point. Je pense que c'est effectivement le souci qu'on rencontre actuellement. Donc, Mika, je te laisse gérer la présentation et j'avance néanmoins pour qu'on ne prenne pas de retard sur ce contexte. Donc, on en était effectivement dans ces 30 ans de retour sur la cosmétique, hein, sur cette ère du sang. Avec cette controverse autour des parabènes et en tout cas le fait que ça a poussé par les alertes effectivement des médias entre autres, ça a poussé les marques à revoir leurs formules et leurs ingrédients. Et puis on est passé effectivement dans les années 2010-2015 sur cette ère du bio, avec cette montée effectivement des offres sur la bio. C'est un phénomène qu'on a effectivement aussi beaucoup vu sur l'univers de la food, et avec cette perception d'une naturalité bonne pour moi, bonne pour mon corps et ma beauté. Et ça a été finalement les premiers jalons qui ont été posés d'une prise de conscience à la fois environnementale et en matière de développement durable. Est-ce que tu t'en sors, Mika ? C'est en train de changer. Parfait. Donc, ce retour sur ces 30 ans de cosmétique et dans ce contexte, c'est aussi faire face à une pression et une pression de la part des médias, de la part des lanceurs d'alerte, que ce soit les grands médias, on l'a vu sur les enjeux de santé et de sécurité. Chaque année, ou quasiment 60 millions de consommateurs revient sur la cosmétique et les ingrédients toxiques. C'est aussi LSA qui a dénoncé effectivement les enjeux autour de la santé et de la sécurité et avec des discours assez assertifs sur ce contexte. Donc, on a des consommateurs qui sont baignés, je dirais, et alertés à la fois par les médias, par merci beaucoup, ça va être beaucoup plus simple. Alertés par les médias, alertés aussi par un certain nombre de plateformes.
Mais cette pression, elle est aussi entretenue par les ONG qui dénoncent et qui tirent la sonnette d'alarme, notamment sur les enjeux environnementaux. On a mis quelques exemples avec Greenpeace, et on le connaît, autour de l'huile de palme et des enjeux de la déforestation. C'est aussi WWF qui a dénoncé l'exploitation des singes derrière l'approvisionnement en huile de coco. C'est aussi des ONG qui, chaque année, font un peu le listing des bons et des mauvais élèves au niveau de l'impact environnemental, mais aussi au niveau de la détox. Je pense une fois de plus à Greenpeace. Donc ce contexte et cette pression, c'est un phénomène qui est aussi soutenu par l'arrivée et l'émergence des nombreuses applications à destination des consommateurs. Ça permet effectivement aux consommateurs d'avoir un éclairage plus précis, de pouvoir effectivement s'appuyer sur, d'identifier les critères qui vont les amener à faire un choix plus responsable et à forger leur opinion. Donc c'est un véritable succès. On connaît l'application Yuka qui a démarré sur l'agroalimentaire, mais c'est aussi l'arrivée d'autres applications comme celle de Que Choisir ou de Clean Beauty qui apportent effectivement un nouvel éclairage aux consommateurs et qui remportent un vif succès. On vous a mis quelques chiffres, mais quand on voit un Yuka à 6 millions effectivement d'utilisateurs à fin 2018, on voit bien l'engouement effectivement des applications sur ce secteur. C'est aussi l'émergence de labels qui naissent et qui apportent une forme de caution auprès des consommateurs. Donc les marques, effectivement, ont besoin et face à ce questionnement des consommateurs, ont perçu l'utilité de faire certifier leurs produits par des organismes indépendants et tiers qui apportent effectivement une caution. Donc, c'est l'émergence, ça a été l'émergence il y a quelques années des certifications sur le domaine de la bio. On pense à EcoCert, mais aussi sur la question de la naturalité. On vous a mis l'exemple de Cosmos Naturel. Puis, il y a d'autres critères qui sont pris en compte avec l'émergence du vegan, mais aussi du bien-être animal. Et puis, un label plus récent autour de la slow cosmétique qui tente effectivement d'apporter une vision un peu plus globale et de prise en compte des enjeux à la fois écologiques, à la fois sociaux et de promotion et de communication plus responsable. Et puis, dans ce contexte, une fois qu'on a balayé effectivement les lanceurs d'alerte, les médias, l'émergence des applications, on ne peut pas passer à côté du travail effectivement réglementaire. Il y a des instances référentes au niveau de la cosmétique qui à la fois contrôlent les acteurs du secteur, mais qui ont aussi un rôle et qui les poussent à avancer. Donc, à la fois pour des garanties d'innocuité, on a vu que c'était effectivement des alertes assez fortes de la part des médias et une attente des consommateurs. On pense effectivement à la NSM, évidemment, vous les connaissez beaucoup mieux que moi, vous en tant qu'acteur de ce secteur, qui évalue les risques potentiels à la fois sur les ingrédients et les formules et qui autorise la mise sur le marché des différents produits. Même système sur la FDA aux États-Unis. C'est aussi REACH qui recense et évalue les substances chimiques qui sont utilisées dans l'industrie et qui dresse la liste des produits et des ingrédients effectivement à bannir, mais aussi, et ce qui est plus compliqué, les risques potentiels et les effets croisés. Dans cette slide-là, on note aussi la norme ISO 16128 qui définit ce qu'est un produit biologique et un produit naturel et qui pose question en ce moment. Il y a un certain nombre d'articles qui émergent sur cet item-là.
Sur ces garanties d'innocuité, c'est aussi la contrainte que les entreprises du secteur rencontrent avec des contraintes qui sont différentes d'un pays à un autre. On pense au différentiel. C'est vrai qu'aux États-Unis, il y a à peu près 300 substances qui sont interdites d'un point de vue toxicité. En Europe, c'est 1300. Donc, on voit bien la complexité qu'il y a aussi sur le marché, sur ce marché qui est international, d'arriver à intégrer ces différentes contraintes. Ces instances référentes, elles prennent en compte aussi les enjeux du développement durable et elles tentent de renforcer cette prise en compte, et les pouvoirs publics ont un rôle à jouer pour pousser à la transformation et à la contribution des entreprises en matière de développement durable. On a mis quelques exemples avec la loi Pacte. C'est effectivement cette loi qui renforce cette prise en compte des enjeux environnementaux, mais qui intègre aussi les nouvelles notions de raison d'être et de société à mission. Autre point à avoir en tête, la loi sur le devoir de vigilance qui effectivement a fait suite au scandale du Rana Plaza et dont on a beaucoup parlé sur le secteur de la mode, mais qui concerne aussi les entreprises de la cosmétique. Cette loi sur le devoir de vigilance, elle vise à ce que les entreprises établissent un plan de vigilance à la fois pour prévenir les risques en matière environnementale, mais aussi les droits humains et la corruption. Et ça, au niveau de la totalité de leur activité, et l'enjeu qui est plus compliqué, c'est au niveau des fournisseurs et au niveau des fournisseurs indirects, où il est parfois difficile d'avoir une visibilité et de faire bouger les choses. L'autre point sur cette partie plus réglementaire, c'est l'émergence de référentiels internationaux qui permettent d'accompagner les entreprises à mieux structurer et à avancer sur cet enjeu du développement durable. On fait référence aux objectifs du développement durable qui sont fixés et érigés par l'ONU. C'est aussi la certification B Corp, on aura l'occasion d'en reparler, et encore la norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale des entreprises. Dernier point, et sur une loi un peu plus récente, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, qui durcit un peu plus le trait. Ça va être la fin des plastiques à usage unique, et ça pose un certain nombre de contraintes effectivement sur le secteur. C'est l'obligation d'intégrer des matériaux recyclés, c'est l'incitation au déploiement du vrac et de la consigne dans cet enjeu cet enjeu écologique, et enfin l'interdiction de détruire les invendus. Donc on voit un contexte important, et tout ce contexte qui a permis effectivement de pousser les entreprises à la fois à s'engager, bien sûr, à avancer, à progresser, mais aussi, je dirais, à exprimer leur engagement. On a mis quelques exemples autour de cet item. On a pris l'exemple de L'Oréal avec sa plateforme d'engagement Sharing Beauty with All. C'est aussi au travers de chartes de politique en matière d'approvisionnement responsable, en matière de sécurité. On a pris ici l'exemple de Melvita, et puis aussi ce phénomène de certification sur les enjeux du développement durable avec l'émergence de B Corp. On a pris l'exemple de Mustela, où effectivement, qui peut être intéressant. Laetitia, je te coupe 2 secondes. Je vois dans les conversations qu'il y a des bugs avec la présentation, donc je vais repartager l'ancienne façon. Oui, Mickaël, moi-même, je ne la vois pas. Hein. Ah, alors, décidément, on rencontre des difficultés, ce qu'on n'a pas eu sur les précédentes. Donc, je vais terminer en tout cas ces éléments de contexte, tant pis, sans la présentation.
Il y a aussi des émergences, hein, on l'a vu sur d'autres secteurs, hein, sur d'autres secteurs que le secteur de la cosmétique, hein, mais sur le secteur de l'agroalimentaire, l'étiquetage des produits, l'étiquetage nutritionnel, avec l'arrivée du Nutri-Score, qui permet effectivement de guider les consommateurs dans leur choix en matière de nutrition sur l'agroalimentaire. Les questions sont en train de se poser et il y a des projets sur un étiquetage et une classification autour des enjeux environnementaux sur le secteur de la mode. Et donc, il y a fort à parier que peut-être demain, sur l'univers de la cosmétique, on soit aussi confronté effectivement à un étiquetage qui pourrait faire bouger les choses sur ce secteur. Est-ce que les participants voient l'écran? Moi, personnellement, je le vois. Oui, c'est bon, Oui. on voit bien. On voit bien, oui. Merci beaucoup et désolée pour ces erreurs techniques. Tout va bien. C'est toi qui as la main, Mika? Merci beaucoup. Oui, je te défile les slides. Super. Donc voilà, donc un contexte qui évidemment va impacter le comportement des consommateurs sur ce secteur de la cosmétique. On est face à un consommateur qui aujourd'hui est de plus en plus exigeant parce qu'il est plus averti, on l'a vu dans ces éléments de contexte, il a les moyens d'être informé. Il est plus critique et puis il est plus engagé et il attend effectivement de la part des marques et des entreprises d'en savoir un peu plus et de connaître les engagements. Donc c'est vrai que c'est un changement de comportement qui a été impulsé par les millennials, cette génération des 18 à 35 ans, mais qui se développe aujourd'hui globalement chez tous les consommateurs, quel que soit l'âge, quelle que soit la catégorie socio-professionnelle. C'est plus un consommateur bobo parisien, c'est vraiment effectivement un changement de comportement qui touche globalement la totalité des consommateurs, même si c'est un peu plus prégnant chez les plus jeunes générations. Donc ce consommateur, ce nouveau consommateur, il est évidemment toujours en attente du contrat de base. Et la qualité du produit, son prix, c'est évidemment ce qu'il attend en premier lieu. Mais c'est un consommateur aujourd'hui qui attend plus, qui attend effectivement plus de la part des marques. Et c'est ce qu'on appelle à la Link Up Factory la demande augmentée. C'est un consommateur qui attend à la fois de la transparence, qui attend de l'éthique, de savoir effectivement comment la marque considère ses salariés, quelle est sa relation avec ses producteurs, quel est l'impact, comment la marque, l'entreprise ne nuit pas à la planète et quels sont ses engagements en matière environnementale. De façon plus globale, quelles sont les valeurs que la marque porte et surtout, est-ce que moi, en tant que consommateur, je m'y retrouve et je suis en cohérence avec les valeurs de la marque et du produit que j'ai envie d'acheter. C'est une façon, effectivement, de faire un choix plus responsable. Je veux bien la slide suivante, Mika. C'est aussi un consommateur qui est en quête de bien-être, d'un bien-être durable. Chez Link Up, on aime bien montrer cette slide. Ça a commencé de nuit, le premier point qui va toucher le consommateur. Qu'est-ce que j'ingère? C'est le cas sur l'alimentation. Est-ce que les aliments que je mange ont un impact sur ma santé et comment ça contribue effectivement à mon bien-être? C'est aussi le on me, qu'est-ce que je mets sur ma peau et c'est vraiment l'impact des produits de soins, de beauté, de la cosmétique. C'est aussi le cas sur les vêtements. Est-ce que voilà, cet impact santé, il me considère, il m'intéresse, pardon. Et puis le troisième point dans cette progression de cette quête de bien-être durable, c'est le around me, mon environnement. Qu'est-ce qui me touche au sein de mon environnement? Alors, c'est la qualité de l'air. Est-ce que l'air est pollué? Est-ce qu'il va avoir un impact sur ma santé? Mais c'est aussi l'impact environnemental que les produits que j'achète potentiellement peuvent générer. Et donc, j'ai une responsabilité, moi, en tant que consommateur, et j'ai un rôle à jouer pour protéger la planète.
Donc voilà pour ces grands éléments qui posent un petit peu les éléments de contexte et qui nous permettent de dresser effectivement 10 grandes tendances des marques engagées sur ce secteur de la cosmétique. Avant de rentrer, je voulais juste redonner un chiffre qui montre aussi cette attente et cette quête de sens de la part des consommateurs et que je trouve assez emblématique. 72% des 18-34 ans, dans le cadre d'un sondage, n'hésitent pas, déclarent ne pas hésiter à changer de marque si elle ne correspond pas à mes valeurs. Qu'est-ce qu'ils mettent sous la notion de valeur? C'est effectivement la démarche d'éco-conception de la marque, les conditions de travail des salariés et effectivement la qualité, ce qu'il y a en sous-jacent, l'impact santé sur le produit. Donc je pense que c'est un chiffre qui est assez emblématique et qui montre effectivement cette quête de sens attendue par les consommateurs. Donc le panorama qu'on va vous faire dans les minutes qui suivent, c'est aussi montrer comment les marques et les entreprises avancent sur ces sujets. Et on a essayé de tirer 10 tendances qui nous semblent intéressantes sur le secteur de la cosmétique. Alors, la première tendance, c'est la quête de naturalité. Et évidemment, ça ne va pas vous étonner, vous, en tant que professionnel du secteur de la cosmétique. C'est une tendance de fond qui s'est installée effectivement depuis longtemps, mais qui reste une attente forte de la part des consommateurs. Je veux bien la slide suivante, Mika, s'il te plaît. C'est une attente forte de la part des consommateurs, on le voit sur ce chiffre, 66% des Français déclarent préférer et choisir des produits naturels. Donc, on a mis quelques exemples. C'est sûr qu'il y a des marques qui ont forgé et qui se sont construits effectivement sur ce postulat en puisant au sein de la nature les actifs et les soins qu'ils proposent. C'est le cas d'Yves Rocher qui s'est engagé sur cette thématique du végétal et de la naturalité avec un positionnement complètement centré sur cette cosmétique naturelle et engagée. C'est aussi le cas de Léa Nature, un acteur emblématique du marché, avec sa promesse engagée par nature, je crois, qui dit tout. Mais au-delà de ces acteurs finalement plus historiques et qui se sont construits sur la naturalité, c'est aussi l'essor des offres végétales depuis quelques années qui proposent effectivement, et on l'a vu fleurir, un certain nombre d'innovations dans ce secteur. On a pris l'exemple de Garnier avec Ultra Doux. On est vraiment sur une promesse végétale, 98% d'origine naturelle, mais pas que. C'est aussi le fait de revendiquer des ingrédients issus de filières responsables et la performance, d'allier la performance environnementale finalement à la performance, je dirais, plus technique, qui est néanmoins une véritable quête, effectivement, et une attente de la part des consommateurs. On a aussi pris l'exemple du Petit Marseillais sur ces marques plus mainstream, qui propose une offre à la fois co-construite avec ses parties prenantes, mais centrée effectivement sur les fruits et les aromates, et en proposant en plus une formule biodégradable. Le troisième point dans cette quête de naturalité, au-delà de l'essor effectivement d'offres centrées sur cet item-là, c'est la montée du mouvement brut et du zéro waste. Donc, il y a des acteurs qui se sont positionnés de façon plus historique et qui sont assez précurseurs sur le marché. Évidemment, Lush, mais c'est aussi l'Amazona qui a construit finalement ce qu'on appelle la cosmétique solide avec l'émergence des crèmes, des shampoings, des savons solides et effectivement ce positionnement sur le moins d'emballage, le sans emballage qui a évidemment un impact écologique extrêmement intéressant.
C'est aussi des nouveautés sur ce secteur avec des produits d'hygiène et de soins en poudre. On a pris ici l'exemple de la marque Énergie Fruits, une marque RSM native intéressante. Et puis, dans ces nouveaux comportements, c'est aussi des changements d'usage avec des outils, des nouveaux outils de beauté qui bouleversent un petit peu le marché et qui se centrent sur cette notion de réutilisable. On a mis l'exemple des carrés démaquillants en coton lavable et réutilisable. Ça peut être aussi l'exemple des brosses à dents en bois ou en bambou. On a mis l'exemple de Signal qui a lancé son offre assez récemment. Alors, cette quête de naturalité, elle a vu aussi et introduit une nouvelle tendance qu'on a appelée, je veux bien la slide suivante, Mika, la clear beauty. La clear beauty, c'est ce passage, je dirais, de la clean beauty à la clear beauty. La clean beauty, c'est cette quête d'ingrédients plus sûrs, de formules effectivement clean. C'est la chasse aux substances controversées. C'est le fait que les marques proposent des listes d'ingrédients plus courtes. On le voit sur l'exemple de Colgate qui revendique seulement 7 ingrédients essentiels dans sa formule. C'est effectivement ce courant qui s'inscrit dans la lignée de l'ère des 100, où on l'a vu, c'était la première fois que les marques ont dû supprimer et bannir de leur liste d'ingrédients un certain nombre de produits. On a pris l'exemple du rouge français, qui est une marque de rouge à lèvres avec des ingrédients à la fois naturels et qui revendique le fait et qui le claim d'être sans ingrédients controversés et d'être labellisé par le label Clean Beauty. Donc ça montre bien que ce phénomène-là et cette quête de la part des consommateurs de produits clean, il est toujours là et les marques et les entreprises y répondent avec des offres spécifiques. C'est aussi l'émergence, et Léa Nature a dénoncé dans sa campagne et a pris position, en tout cas, sur les perturbateurs endocriniens. C'est un vrai sujet où il n'y a pas de réglementation en tant que telle et sur lesquels les scientifiques sont encore dans la controverse pour prendre position sur ces sujets-là. Et de cette clean beauty, de cette chasse au sang, on passe, et ça nous semble important, à la clear beauty. La clear beauty, qu'est-ce que c'est de notre point de vue? C'est arriver à concilier, à prendre le meilleur de la nature et celui de la synthèse. C'est vrai que on oppose souvent naturalité, bio à synthèse et chimie. Et un certain nombre de marques se sont engagées dans une promesse qui est un peu plus holistique, plus globale, qui prend en compte effectivement et qui revendique le fait de ne pas avoir d'ingrédients toxiques ou polluants, mais qui intègre aussi la prise en compte des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux et d'un marketing plus raisonné et plus dans la responsabilité. Ça passe par la chimie verte, ça passe par une façon de faire de la synthèse plus propre. C'est aussi la révolution des prébiotiques, mais ça, Sophie, en tant qu'experte, je te laisserai en parler un peu plus tard. Donc, on a pris 2 exemples pour illustrer cette tendance. C'est l'exemple de la marque Love Beauty et Planet, un nom de marque qui est suffisamment explicite et qui aussi s'engage sur une beauté plus respectueuse d'un point de vue plus environnemental, en claimant et en prenant des engagements à la fois sur le sourcing durable, les emballages, notamment sur la notion de plastique recyclé et la réduction de son empreinte carbone. Et ce phénomène, cette tendance de la clear beauty, c'est aussi une nouvelle façon de communiquer, une façon d'être plus transparente de la part des marques et de pouvoir de prendre la parole pour pouvoir expliquer l'utilité des ingrédients qu'ils proposent dans leur formule
pourquoi ils ont fait ce choix-là et pas un autre. C'est une forme aussi d'éducation sur le marché. On a pris l'exemple de Typologie et de la marque Typologie et de sa campagne qui est assez intéressante sur le sujet et qui claim effectivement un retour à la transparence. On va passer sur la troisième tendance dans ce panorama. Et Mika, je vais te laisser reprendre la main. C'est bon. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok. Du coup, troisième tendance, promettre du bio et plus encore. Alors oui, le bio reste tendance en 2020 puisque ça reste une attente forte des consommateurs et en témoigne le chiffre qui montre l'explosion du marché avec ce beau chiffre de 8,8 milliards d'euros en 2018 avec une croissance à 2 chiffres par rapport à l'année d'avant. Et on voit émerger de nouvelles gammes. En fait, les acteurs historiques du secteur de la cosmétique font évoluer leurs offres pour être plus sur cette bio. Et on a pris l'exemple de Garnier qui a lancé cette gamme bio complète, pas juste un produit, et qui package en fait ses engagements. On a des items sur la bio, certes, mais la formule végane, l'environnement, les filières et les emballages. C'est aussi d'autres acteurs comme le groupe Henkel qui lance sa marque Nae directement sur ce segment et sur cette hygiène beauté bio et végane, ou encore les distributeurs qui viennent aussi chercher leur part avec des produits et des gammes. La Carrefour qui a lancé sa marque Soft Bio, sa marque de distributeur, sur ce créneau-là. Il y a un engagement assez poussé sur l'accessibilité puisque les produits sont tous en dessous de 5 euros, c'est quand même un engagement assez fort et qui répond aussi aux enjeux du distributeur sur l'accessibilité. Au-delà de ça, on voit aussi apparaître d'autres marques qui ont fondé en fait leur business et leur modèle sur ce bio engagé, où on va au-delà du bio. C'est l'exemple de Sobioéthique qui a des réassurances sur la formulation, les emballages éco-conçus, la production, la préservation de la biodiversité et le 1% for the Planet, qui montre aussi cette forme de contribution et qui va au-delà. On n'est plus sur une opportunité marché, mais sur un bio engagé, sans parler de bio 2.0. C'est un bio qui se veut aussi pédagogique et qui accompagne le consommateur. Un autre exemple, c'est la marque Cozy, où là on est sur de la cosmétique bio certes, mais en plus zéro déchet, et on accompagne le consommateur dans son changement de comportement avec des contenants consignés et rechargeables. Poursuivre sur la quatrième tendance, le sur-mesure. Alors le sur-mesure, c'est une tendance émergente qui a commencé, qu'on a observé avec des box en fait personnalisées. On pense à My Little Box pour la cosmétique. C'est l'idée d'avoir des produits pour soi et par soi-même, même avec le do-it-yourself qui grandit. 37% des Français déclarent vouloir produire leurs propres produits de beauté dans les 5 prochaines années. Pourquoi le DIY grandit? Parce qu'en fait, il y a cette notion de je maîtrise la composition de mon produit et je peux l'adapter à mes besoins, à ma peau. Pour le conso, c'est très fort, il peut palper les ingrédients, il se rend compte de quels ingrédients il met dans son produit, donc il y a quelque chose de déjà très tangible. Et au-delà de ça, ça répond en perception en tout cas, à son besoin de sécurité et de santé au niveau des formules. Puisqu'il dose les actifs, il a le nom des actifs aussi, puisqu'il les met lui-même dans le produit, et il choisit la quantité. C'est une tendance qui a été aussi soulevée et relevée au moment du salon Cosmétique 360 de Paris, cette tendance à l'individualisation des produits et au DIY, notamment pour les shampoings, les crèmes. Dans la même veine, la personnalisation est très forte. C'est le cas de La Beauté qu'on peut citer. Cette marque, en fait, produit des crèmes et des soins sur demande uniquement. Ils sont produits en laboratoire et sur consultation. Le conso en fait va consulter en ce moment en visioconsultation vu le contexte, mais sinon en boutique pour accéder en fait à un diagnostic personnalisé et derrière on envoie un produit qui répond à mes besoins. Il y a cette notion de retour de l'expérientiel puisque la marque interagit avec nous, elle nous parle et elle nous comprend. Donc toutes ces notions DIY personnalisation, c'est sur mesure pour ma peau, pour mes besoins, et je maîtrise en fait ce qu'il y a dedans puisque c'est fait pour moi ou par moi.
5e tendance, investir pour des filières d'approvisionnement responsable. Le mot investir n'a pas été choisi au hasard puisque ça demande en effet aux entreprises de faire bouger des lignes budgétaires et de mettre des moyens sur les filières. Et ces filières, en fait, elles se racontent et elles se valorisent. La traçabilité reste une garantie très forte pour les acteurs, que ce soit de la cosmétique, du food, du textile. Là, on a pris le cas de Guerlain, qui est déjà un cas emblématique, avec cette plateforme BeRespect qui vient montrer toute la chaîne d'approvisionnement et la chaîne de valeur d'un produit. Et quand on parle du produit, on parle de tout ce qu'il compose. On parle autant des ingrédients que de son emballage et qu'on peut situer. Et chaque personne et les consommateurs ont accès à ces informations-là, ce qui valorise l'ensemble du cycle de vie du produit. On est en France, donc le local et le Made in France restent une attente forte. En 2020, 55% des Français se disent beaucoup plus attentifs à la provenance de leurs produits, tout produit de consommation confondu. On a pris les exemples de Oden, marque plus petite qui se source en plantes fraîches cultivées et transformées en France, marque française, ou encore le cas de la Provençale qui a rejoint L'Oréal, qui allie cette force de la bio à cet ancrage du terroir avec l'AOC et ce territoire d'expression autour de la Provence. Et enfin, le sourcing durable, tous les ingrédients, qu'ils soient naturels ou synthétiques. On a pris l'exemple de Chlorane avec cette dynamique Farm to Face sur leur bleuet biologique qui est sourcé. Ils ont relocalisé le sourcing du bleuet à proximité, à seulement 200 mètres de leur site de transformation. Donc un circuit très court et qui est aussi soutenu par des acteurs type herboristes, agronomes pour l'impact environnemental. Et Velleda avec cette certification Union for Ethical Biotrade qui là assure à la fois un traitement respectueux des individus et des producteurs sur la chaîne de sourcing, mais aussi la biodiversité avec le respect des sols, des micro-organismes, de l'eau ou encore des animaux. Donc là, on allie la force en fait, de deux grandes notions clés pour le secteur, l'éthique, le commerce équitable et la biodiversité. Donc ces filières très importantes, c'est aussi, donc, comme on le disait, une façon de se raconter différemment et de renouer en fait avec l'expertise de la marque sur ses ingrédients et sur la sélection et le travail de sélection des ingrédients. 6e sujet, les emballages. Alors, à vrai dire, on en a fait un sujet, mais on pourrait en faire toute une conférence tellement le sujet est vaste et compliqué. C'est un sujet complexe car très technique et qui intègre beaucoup d'acteurs, les marques, le consommateur qui a aussi son rôle dans le recyclage et les acteurs de la filière de tri. C'est un sujet complexe, mais qui mobilise de nombreux acteurs, qui mobilise des acteurs pour changer les formats et les emballages. On revoit la composition des emballages comme L'Oréal avec Albéa, qui va proposer via La Roche-Posay un tube partiellement composé de papier et de carton. Ce nouvel emballage permet d'économiser 45% de plastique par rapport à un tube classique de la marque. Et le groupe s'engage à aller au-delà en intégrant du plastique recyclé, 70% de plastique recyclé à horizon 2025. Cette tendance aussi à changer les formats passe par des formats concentrés. On l'avait vu déjà, ce phénomène sur les déodorants, par exemple. On voit émerger avec, par exemple, là, Yves Rocher et I Love My Planet, ce format de gel douche concentré, même nombre d'usages, format différent, format limité, moins de plastique, donc économie sur l'impact environnemental, évidemment. Un autre des enjeux sur ces emballages, c'est le verre. On le sait, le verre, sa production est très énergivore et ça a un impact également au niveau du transport puisque c'est un matériau lourd à transporter. Le cas de Dior, très intéressant, qui a revu le packaging de Capture Total, sa crème et le tube. Pour alléger le packaging, 30% de verre en moins, un verre 100% recyclé et recyclable, sans cellophane, sans étui papier, sans notice à l'intérieur pour économiser ce papier, du papier certifié durable et des encres végétales. Donc une dynamique où on voit en fait des politiques emballage vraiment se construire chez les acteurs et ces acteurs qui vont encore plus loin via l'innovation. On peut citer les dernières avancées de la start-up Carbios avec ce projet pilote de recyclage enzymatique qui a fait la une de la très prestigieuse revue Nature.
où en fait, via des enzymes qui peuvent digérer ce plastique, le rend recyclable à l'infini. Une autre marque aussi qui a fait des avancées assez remarquables sur le plastique, c'est Ren Clean Skincare, qui avait déjà eu une dynamique d'upcycling en récupérant le plastique des océans pour l'intégrer dans certains de ses emballages. Là, la marque innove également en mettant en place de la fragmentation moléculaire. Alors, pardon pour le vocabulaire un peu barbare, mais pour faire simple, c'est rendre le plastique recyclé et à l'infini et le rendre totalement blanc, puisqu'il y a aussi cet enjeu-là d'esthétisme à conserver. On garde la contenance comme Dior et on garde l'esthétique aussi très important pour ne pas avoir ce plastique recyclé un peu grisâtre qui peut changer la perception conso, évidemment. Dans cette dynamique d'emballage, on revoit aussi les modes de consommation. On vient changer un peu nos usages et aussi le modèle économique des acteurs. On parle de l'éco-recharge comme la marque Sanoflore, très engagée et qui a notamment une belle dynamique sur les emballages avec 66% de plastique en moins par rapport à un flacon de la même contenance sur cette éco-recharge. Une marque qui s'est d'ailleurs aussi engagée à intégrer du plastique recyclé dans ses emballages. Et cette éco-recharge devient aussi un support en fait, de communication, puisque derrière, on peut avoir tous les engagements de la marque du sourcing au produit fini. Hermès, qui s'est lancé sur la cosmétique de luxe après son activité historique sur la maroquinerie, a lancé un rouge à lèvres rechargeable. On peut citer aussi The Naked Shop, qui là montre aussi la tendance du refill en magasin très en évolution, le vrac liquide et le refill en magasin. Pour créer la circularité, on implique également le consommateur. The Body Shop s'est associé à TerraCycle, qui implique les consommateurs en point de vente en leur demandant de ramener leurs flacons. Pas de rétribution particulière, seulement ce geste citoyen, à part pour les membres qui peuvent avoir un bon de réduction de 5 €. J'avance vite parce que je vois que le temps file. Septième tendance, s'engager pour l'environnement au sens large. C'est une vraie attente très prégnante chez les jeunes générations, mais pas que. En témoignent ces 350 000 Français qui se sont mobilisés pour la marche du siècle l'an dernier. S'engager pour l'environnement, ça passe par protéger les écosystèmes et la biodiversité. Yves Rocher et ses cultures biologiques, selon le principe de l'agroécologie à l'Agassi sur leur site, qui sont accompagnés par la Ligue de protection pour les oiseaux et des experts botanistes et agronomes. C'est aussi la formulation du produit qui change comme des formules biodégradables, c'est-à-dire non polluantes, puisque quand j'utilise un produit, certes une partie pénètre, mais d'autres est rincée. Donc pas de résidus ou en tout cas pas d'effets polluants dans les eaux, ou encore des outils de pilotage et de monitoring de la performance environnementale des produits avec l'ARINCE et ce Green Score qui fournit à ces laboratoires un moyen d'évaluer la performance de ces produits et des ingrédients et qui permet aussi de, très important, suivre les objectifs et les KPIs. Des process respectueux de plus en plus mis en place. On se parle de process soft, de chimie verte, comme des fabrications non polluantes de l'extraction sans solvant, des solvants propres, la pression et distillation utilisée par Nux, ou encore chez Phytomère, l'utilisation d'énergie renouvelable. Les eaux usées sont nettoyées par un jardin filtrant, donc de façon assez naturelle. Et dernier point sur cet engagement pour l'environnement, lutter contre le réchauffement climatique au sens large via l'impact carbone. On cite ici la neutralité carbone pour L'Oréal et son engagement en 2025, ou encore Chanel qui adopte une stratégie bas carbone via la mission 1,5 degré. Huitième tendance, dialoguer et oser une communication collaborative. Via cette tendance, on voit en fait que la communication, elle prend un virage assez étonnant et complet. On vient être plus collaboratif et plus transparent. On donne aussi aux consommateurs les clés de compréhension de ces notions qui sont très compliquées. On l'intègre dans la stratégie des marques, comme Aromazone et Mustela, qui ont co-construit avec les parties prenantes soit la stratégie de marque pour Aromazone, soit complètement éco-concevoir toute la gamme Mustela Bio. Mustela a impliqué 80 consommateurs, 10 pharmaciens, 8 sages-femmes, une ONG et 30 collaborateurs dans cette gamme, au travers de workshops sur les emballages, de questionnaires sur les attentes.
et tout ce qui vient avec ce produit. Raconter ces ingrédients aussi, on ose en fait la transparence avec L'Oréal et cette plateforme au cœur de nos produits qui vient raconter pourquoi on choisit de l'octocrylène, du parabène ou du phénoxyéthanol. On vient dire aussi pourquoi ils sont questionnés, quelles sont les controverses et pourquoi on fait le choix de les conserver et dans quelle mesure, quelle dose et quels engagements on met derrière. On peut citer aussi Aven et la campagne Rien à cacher l'an dernier, qui était une campagne de révélation des ingrédients et accompagnée d'une campagne d'échantillonnage pour tester. Dans cette dynamique d'éclairer et guider, on vient donner aux consommateurs les clés de description, de décryptage, dans son choix d'achat. Tendance qui a été annoncée, Clean Beauty in London, le retour des experts. Alors, on les avait déjà dans le système, les experts avec les dermatologues très impliqués dans les formules. Mais on vient maintenant aussi donner une forme de caution à tout ce discours. On vient expliciter auprès du consommateur quels sont ces ingrédients et leur usage, comme Briochin qui, en back of pack, vient expliquer que le cocobétaïne et le décliglucoside sont des moussants. Donc on vient aussi expliciter, faire de la pédagogie, c'est très important, sur ces notions-là, et ça va jusqu'à la fin de vie du produit avec la plateforme Trio en beauté de L'Oréal, sur le guide de l'aide du tri aux emballages dans la salle de bain, qui n'est pas encore assez performant. Donc vraiment cette notion de pédagogie, d'accompagnement du consommateur et de lui donner les clés aussi dans le choix, une forme nouvelle de relation plus horizontale. 9e tendance, là c'est revendiquer sa contribution sociale. On vient aussi valoriser le travail des hommes et des femmes derrière les marques et ceux qu'on ne voit pas, comme les producteurs. On peut citer l'Occitane qui s'est engagé à créer un commerce équitable pour 2025. Cela passe par la formalisation de contrats long terme, des rémunérations justes, des bonnes conditions de travail, mais aussi la formation de ces producteurs pour des gestes et des pratiques plus responsables au travers de formations sur des sites comme l'agroécologie et ces choses, et toutes les pratiques en fait agricoles. Ou encore le Petit Olivier qui s'est associé à Intermarché pour accélérer le développement socio-économique de la filière argan au Maroc via l'installation d'un réseau électrique solaire qui permet déjà un gain énergétique assez important, mais aussi des gains de coûts pour les producteurs qui n'avaient pas forcément les moyens d'installer ce système. Et ça passe aussi par la construction d'un centre socio-éducatif pour former et accompagner les plus jeunes dans cette filière argan. Un autre cas intéressant sur l'engagement éthique, c'est The Body Shop en Inde, qui vient allier deux sujets phares et enjeux clés pour le secteur, le plastique, comme on l'a vu, et le commerce équitable. The Body Shop a lancé Plastic for Change, qui accompagne en fait les opérateurs indiens et les populations plus vulnérables des bidonvilles, en leur proposant un vrai travail de tri et de collecte des déchets plastiques, et derrière, réutiliser ce plastique dans les emballages pour avoir le premier plastique de commerce équitable. Donc une vraie notion d'allier l'enjeu de recyclage à cet enjeu social très important en Inde notamment, et en faire une promesse produit très forte. Pour finir, devenir une marque contributive. Alors, devenir une marque contributive, pour les marques, c'est l'opportunité de réinventer le modèle, définir aussi une relation nouvelle avec ses consommateurs, mais surtout donner un sens en fait, à la consommation. Ça passe par faire bouger les codes, faire bouger les lignes, être inclusif. Dove avait été très pionnier là-dessus avec la campagne pour sublimer la beauté de toutes les femmes et de chacune des femmes. Ça parle aussi de Givenchy, qui a créé une gamme de maquillage mixte qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. On peut citer Chanel, qui a travaillé pour la première fois avec un mannequin transgenre, assez pionnier aussi de cette façon-là. C'est aussi une dynamique qu'on observe beaucoup sur la mode et le textile, tout ce qui est body positive et multi-ethnicité. La marque déjà iconique de Rihanna, Fenty Beauty, qui propose une large diversité de teintes, presque autant de teintes qu'il y a de couleurs de peau. Et cette image est très parlante, on voit vraiment qu'on ne peut pas standardiser ces beautés. On n'a plus une seule beauté, en fait. On a toutes les beautés, qu'elles soient intérieures et extérieures. On vient parler à chacun des consommateurs et à chaque femme et être inclusif, comme on l'a dit.
Être contributif, ça passe aussi par l'engagement sociétal, avec 2/3 des consommateurs qui préfèrent acheter à des entreprises qui défendent un sens. L'engagement sociétal peut porter sur l'environnement, comme Léa Nature qui devient entreprise à mission environnementale, ou Caudalie qui dédie une part de son modèle à des projets d'intérêt général par le 1% for the Planet. Davines et sa certification assez exemplaire sur la certification B Corp pour montrer cette contribution. Mais ça passe aussi par des aspects plus sociaux. On peut citer Bioderma qui s'engage et qui favorise l'empowerment des patientes atteintes de cancer, où on sait que c'est une période très compliquée de la vie, évidemment, où beaucoup de perte de confiance en soi, et la marque vient améliorer cette qualité de vie et accompagner la consommatrice dans cette dynamique. Voilà pour moi, j'ai essayé de faire vite. Laetitia, je te repasse la main. Merci Mika. On a fait le tour. Alors évidemment, ce n'est pas exhaustif. Hein. On a essayé de tirer ces 10 grandes tendances à la fois sur les innovations, sur ce qui structure l'offre et le marché et sur ce qui transforme aussi ce marché. Je veux bien la slide suivante, s'il te plaît. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, quelle que soit la tendance adressée, hein, pour conclure, hein, si on devait retenir de notre point de vue à la Link Up Factory 3 clés hein, pour répondre aux attentes actuelles sur le secteur de la cosmétique, hein, ça serait de dire le premier point, c'est l'intérêt et l'utilité hein, pour les marques et pour les entreprises de se raconter, de savoir se dévoiler, hein, d'expliquer effectivement l'origine des ingrédients, mais d'expliquer aussi hein, le travail des hommes qui font et qui sont derrière la marque et l'entreprise. Et c'est une nouvelle façon de réinventer finalement la transparence, hein, qui est une véritable quête hein, de la part des consommateurs. Le deuxième point, c'est la sincérité, hein, c'est montrer sa sincérité en tant que marque. On l'a vu, ça fait partie des attentes des consommateurs, mais de façon plus large. C'est montrer ce en quoi la marque croit, ses valeurs hein, fondamentales. Et ça permet effectivement, cette forme de sincérité, d'éviter les effets d'opportunisme et le manque de cohérence d'un point de vue un petit peu plus large. Et puis la troisième clé qu'on aimerait retenir, c'est évidemment l'engagement, le fait de progresser, de s'engager encore plus, mais c'est aussi s'emparer d'un combat pour aller au-delà des engagements qui sont attendus et qui sont pris par le secteur et pouvoir apporter sa contribution à la société, à l'écosystème au sens plus large. Je veux bien la slide suivante, s'il te plaît. Et donc voilà, c'est de notre point de vue un véritable changement de vision qui est à opérer par les marques sur le secteur de la cosmétique. On passe finalement d'une marque responsable hein, où les engagements étaient sur le fait de limiter effectivement les effets négatifs sur l'environnement, sur la société, sur la planète. Aujourd'hui, ça nous semble c'est le contrat qui est attendu de la part des consommateurs et des parties prenantes. Et c'est ce virage, cette transition qui est à opérer de passer d'une marque responsable à une marque contributive. Comment on a un impact en tant que marque et entreprise plus positif sur la société. Comment on définit finalement quelle est l'utilité sociétale de la marque et comment elle remplit ce rôle-là. Voilà pour cette présentation. Merci Michael d'avoir préparé ces éléments. On va engager un petit peu le débat. N'hésitez pas à poser vos questions sur l'outil afficher les conversations. On a essayé de répondre aux quelques questions qui ont été posées. Alors pour amorcer ce débat, et merci Sophie d'être là et d'avoir accepté l'invitation en tant que témoin. Tu es une experte de la cosmétique, tu l'as dit depuis de nombreuses années, hein, tu connais bien le secteur. Et peut-être pour lancer ce débat, j'avais
une première question que j'avais envie de te poser, et aussi avec ton regard de journaliste. Est-ce que de ton point de vue, les entreprises et les marques, elles ont aujourd'hui conscience de cette nécessité à s'engager globalement sur le développement durable, et est-ce qu'elles ont conscience du rôle qu'elles ont à jouer en tant que telles, particulièrement sur ce secteur de la cosmétique et de l'hygiène beauté? Alors, oui, effectivement, je crois qu'aujourd'hui, c'est un incontournable. Quasiment toutes les marques ont compris qu'il y avait un enjeu et qu'elles devaient répondre à cet enjeu. Historiquement, je pense que le tournant, il date des parabènes vers 2005. Pour la première fois, le consommateur, sous la pression du consommateur, les marques ont dû retirer cet ingrédient, ont dû le faire savoir. C'est aussi la naissance des 100 qui sont maintenant interdits. Et ça a été le début de l'explosion du bio, avec le questionnement des consommateurs qui se sont posé la question à la fois sur les formules, sur ce que je me mets sur la peau, mais également qu'est-ce que l'impact que ça a, ce que j'ai dans ma salle de bain une fois que ça part soit à la poubelle, soit après la douche dans les tuyaux. Et c'est là que, en fait, effectivement, à cause du consommateur, grâce au consommateur, les marques ont pris conscience qu'elles ne pouvaient plus ne pas bouger, ne pas évoluer. Et ça fait à peu près une dizaine d'années. Et c'est de plus en plus évolutif. Après, en fonction de la taille des entreprises et de leur, on va dire, de leur historicité vis-à-vis de ces enjeux, elles ne savent pas toujours comment faire et comment le faire savoir. Voilà. Merci Sophie. En transition, la deuxième question que j'ai envie de te poser, on a vu un certain nombre de tendances, on a vu des innovations, on a vu une offre qui bouge sur ce secteur. Selon toi, quels sont les 3 chantiers prioritaires que les entreprises ou les marques doivent mener pour vraiment s'inscrire dans une démarche durable et d'acteurs engagés? Alors, les 3 chantiers, les 3 sujets prioritaires. Pour moi, d'abord, c'est la transparence des formules. Ça me paraît une évidence. Alors, moi, plus que dévoiler les ingrédients, je pense qu'on n'en est plus là. Les ingrédients, on peut les avoir. Hein. Ils ne sont plus cachés depuis longtemps. L'INCI, c'est-à-dire la liste des ingrédients, est obligatoire sur les packaging. Il est vrai que tout le monde ne sait pas lire l'INCI, mais que maintenant, grâce à l'arrivée de toutes les applications qui sont plus ou moins bonnes, mais ça, c'est un autre débat, que ce soit Clean Beauty, Yuka, celle de Que Choisir, le consommateur est à même de décrypter en fait ce qu'il achète. Après, de toute façon, les ingrédients interdits sont interdits. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est les ingrédients polémiques et qui sont controversés. Et là, c'est aux marques de prendre la parole et d'expliquer leur positionnement, pourquoi elles prennent ou décident de prendre ou non tel ingrédient qui est controversé. Et c'est là où leur enjeu, c'est de prendre la parole et de s'adresser et de faire comprendre et faire connaître en fait leur formule. Je pense notamment à Bioderma et Naos qui viennent de lancer leur propre application. Je crois que c'est plus qu'une application, c'est un site internet qui s'appelle Ask Naos qui veut apporter de la transparence vis-à-vis des formules. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est évidemment le packaging. Il y a un rejet du plastique énorme. On l'a vu dans l'alimentaire, mais c'est aussi quand même la cosmétique qui vient en second plan parce que c'est un gros consommateur de plastique, malheureusement. Et on voit depuis quelque temps beaucoup d'innovations. On l'a vu dans les exemples de la présentation. Les marques cherchent. Elles cherchent à proposer des alternatives, moins de plastique, voire plus de plastique du tout. Donc, c'est effectivement un domaine très technique, mais c'est aussi lié à des changements de comportement des consommateurs qui sont de plus en plus demandeurs.
On pense au vrac, à la cosmétique solide, au tube aluminium, au verre. On voit beaucoup de sérums qui apparaissent, notamment chez les RSN natives, les petites marques, qui sont faits avec du verre. Après le débat lourd, pas lourd, en transport, etc. En tout cas, c'est un fait. Il y a de plus en plus de produits faits avec du verre. Et puis les tubes d'aluminium aussi, qui a un gros boom là-dessus. Il y a beaucoup d'innovations. Et puis, c'est aussi la contribution du consommateur qui va faire son tri, soit dans la poubelle, soit en allant en boutique. Et là, ça demande un effort, hein. Il faut aller en boutique et il y a des conteneurs, c'est The Body Shop, on l'a vu, mais il y a aussi l'Occitane et d'autres marques qui le font, qui incitent, en fait, c'est le système, le bon vieux système de la consigne, hein, où on va remettre, soit on va mettre son plastique pour qu'il soit recyclé directement en boutique, soit on va recharger sa bouteille en verre de shampoing. Pour l'instant, c'est surtout des nettoyants, liquides nettoyants. On n'a pas encore trouvé de solution pour recharger tout ce qui est soins, c'est-à-dire les crèmes pour le visage, etc. Ça n'existe pas encore, mais c'est des chantiers à venir. Donc, voilà pour cette partie packaging. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup d'innovation et c'est très, 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 très dynamique en ce moment. Et le dernier point, c'est la traçabilité. Donc, on parle des matières premières en cosmétique. Ça, c'est pas nouveau. Ça fait les marques gèrent assez bien la chose. Moi, depuis 15 ans, je suis journaliste. Bon, j'ai fait beaucoup de présentations presse et des voyages de presse. Donc, je suis allée sur place voir comment travaillaient les producteurs. En général, c'est lié à la naturalité, hein. Ce sont des champs de lavande, ce sont pas des champs, mais des plantations de karité ou d'argan au Maroc. Donc, c'est soit du Made in France, soit de commerce équitable. Donc, soit privilégier des circuits courts. J'aime beaucoup l'expression du champ au pot de crème. Qui montre la volonté de faire un produit dont les matières premières sont traçables, avec en même temps le côté durable, c'est-à-dire qu'on aide le côté humain et durable, c'est-à-dire qu'on fait attention à la nature et on fait attention aussi aux gens qui produisent dans cette nature. Voilà. Merci Sophie. Alors, on a deux questions. On va essayer de répondre parce qu'on a pas mal de questions de l'auditoire, notamment une question autour des labels et des certifications de Blanca, pardon. Dans un monde où les certifications se multiplient, alors que les consommateurs confondent parfois des notions de base sur la naturalité, la bio, est-ce que les certifications vont permettre de rassurer toujours ces derniers ou pensez-vous qu'on perdra la confiance progressive sur ces labels ? Alors peut-être un point d'éclairage sur ce sujet, c'est vrai qu'on l'a vu dans les éléments de contexte, hein, il y a énormément de certifications qui apparaissent. C'est pas la panacée d'être certifié, mais en revanche, c'est vrai que les consommateurs ressentent le besoin, et on l'a vu, d'avoir un tiers indépendant de confiance. Donc, ça ne veut pas dire que les marques n'ont pas un rôle à jouer, bien au contraire. Tu viens d'en parler, Sophie, effectivement, sur cette notion de transparence, cette notion aussi de communication, hein, d'expliquer les choses, d'expliquer leurs engagements, de dévoiler leur savoir-faire. Il y a un vrai enjeu autour de ça. Donc oui, les certifications permettent d'apporter une réassurance aux consommateurs. Maintenant, c'est souvent difficile de faire le tri entre les différents labels pour un consommateur et de savoir la pertinence et je dirais le sérieux du label. En revanche, il y a un vrai point sur la transparence, hein, sur le discours de vérité de la part effectivement des marques pour expliquer les choses, expliquer les choix et expliquer effectivement où ils en sont dans leur démarche de progrès en matière de développement durable aussi, qui peut aider les consommateurs à mieux s'y retrouver et à se forger leur propre opinion. Et si je peux rajouter quelque chose, c'est qu'il y a quand même un grand vide parce que les labels concernent le bio et le naturel. Et en fait, il n'y a pas de label pour… alors, on va peut-être y revenir après, hein, sur ma théorie de
aller au-delà, et c'est ma théorie de la clear beauty, c'est-à-dire aller au-delà que du bio ou du classique. Mais voilà, le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas de certification sur une cosmétique qui ne serait pas, entre guillemets, bio, c'est-à-dire qui mélangerait à la fois une synthèse propre, durable, responsable, et des produits et des matières premières naturelles. Et ça, ce choix, il n'est pas proposé aux consommateurs. Ça n'existe pas actuellement. Voilà, c'est ce que je voulais Merci, préciser. Sophie. On a une autre question qui est de l'auditoire. Créer des capsules, c'est bien, mais les grands de la cosmétique beauté bougent-ils vraiment? N'ont-ils pas un grand retard? Ah, Bonne Sophie. question. Pour bien Parce que alimenter la polémique. c'est clair que depuis quelques années, enfin, ça fait pas longtemps, mais depuis 2 ans, il y a un vrai tournant aussi, où on voit plein de petites marques apparaître, qu'on appelle les RSM natives, dont c'est l'ADN d'être ainsi, c'est-à-dire qu'elles proposent, elles ont une souplesse, et elles proposent aux consommateurs des produits qui correspondent à leur attente actuelle, en matière de transparence, de durabilité, de recyclage. Enfin, ça concerne en fait tout le cycle de vie du produit, du sourcing jusqu'à la fin du produit, au recyclage et au packaging. Et ça, c'est une souplesse que les grands groupes n'ont pas, parce qu'ils sont, c'est une hiérarchie, c'est tout des process internes aux entreprises qui font qu'ils ont moins de facilité à répondre aux attentes. Et il y a aussi une frilosité, c'est-à-dire que ces petites marques, elles n'ont pas peur, elles y vont, et ça marche. Elles ont aussi des manières très intelligentes de communiquer. On a vu l'exemple de Typologie et de leur publicité dans le métro que j'ai trouvé vraiment très, très bonne. Et donc, c'est vrai que là, il y a un vrai challenge. Les RSM natifs sont en train de challenger les gros de la cosmétique. Et c'est bien, parce que je pense que ça fait bouger les choses. Oui, je suis assez d'accord avec toi, Sophie. Hein. C'est sûr que cette émergence de ces nouvelles marques, ben, on l'a vu, hein, on a vu que ça pousse effectivement les acteurs historiques aussi à avancer. Hein. Et puis, il y a certains des acteurs historiques qui sont engagés, je dirais, de longue date, hein, mais qui ne le font pas forcément savoir auprès des consommateurs hein, et auprès de leurs parties prenantes. Donc, il y a un vrai travail aussi dans la révélation, une fois de plus, pour expliquer les choses. Et d'ailleurs, ça me permet de te poser une question, Sophie, hein, sur cette révélation des engagements RSE. Hein. C'est que on le voit, hein, même si on a mis dans cette présentation un certain nombre d'exemples, mais globalement, les entreprises et les marques sur ce secteur de la cosmétique, elles sont encore frileuses à montrer ce qu'elles font. Et pourtant, il y a une véritable attente des consommateurs. Hein. On nous a posé la question sur les labels, on a vu l'émergence des différentes applications. Il y a une vraie attente des consommateurs pour mieux décrypter hein, et faire un choix plus éclairé. Alors pourquoi ça et là, je m'adresse à toi peut-être plus en tant que journaliste, hein, mais voilà. Oui, mais Pourquoi cette curiosité? Parce que les cosmétiques, c'est un domaine qui est extrêmement touchy. On parle des solaires, enfin voilà, c'est très polémique sur plein d'ingrédients et plein de domaines qui nous touchent directement, qui touchent notre santé. Et donc, c'est très réglementaire aussi au niveau des ingrédients, etc. Et je pense que les marques ont des difficultés à prendre la parole parce qu'elles ont peur d'être mal perçues ou mal compris par les consommateurs et qu'elles ne savent pas comment faire. Je pense que c'est surtout ça aussi. C'est peut-être qu'il faut leur apporter de nouvelles manières de communiquer, de nouvelles manières de faire savoir, parce qu'il y a aussi ça. On n'est plus dans du marketing classique ou de la com classique. Là, on est vraiment dans une nouvelle ère. Je pense que d'ailleurs, c'est ce qu'on voit maintenant avec le Covid. Enfin, je pense que il y a aussi la manière, le plus bel exemple, je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, l'art et la manière de communiquer pour une entreprise de manière responsable, durable et efficace. Et ça, c'est un savoir-faire qui est encore peu développé. Et que justement, les petites entreprises, elles ont bien compris comment faire.
Merci Sophie. On a une autre question de Karine. Comment les enseignes comme Sephora, Nocibé ou d'autres progressent-elles sur leur propre marque? Elles offrent des gammes. Comme la plupart des marques, hein, que ce soit en GMS, que ce soit dans le sélectif ou en pharmacie, depuis des années, la plupart des marques, Nux, tout le monde sort sa gamme bio. Donc, c'est le cas de Sephora qui a sorti en 2018 toute une gamme bio assez honnête, avec des produits simples, des ingrédients simples, naturels et des packaging bien pensés avec carton, encre végétale, etc., etc. Voilà. Et Marionneau, pareil, Nocibé, tous se mettent sur ce secteur parce que de toute façon, c'est répondre aux attentes des consommateurs. Oui, sur leur offre et aussi sur leur responsabilité. J'ai un exemple en tête, il me semble que c'est Sephora Mika qui a travaillé effectivement sur des PLV éco-responsables pour essayer d'avoir une vision cohérente, à la fois en tant que distributeur, effectivement sur sa propre marque, mais aussi sur l'utilisation de supports éco-responsables dans sa promotion. C'est un secteur effectivement où il y a beaucoup de communication et la notion des matériaux est là aussi importante. Je regarde si on a d'autres questions. Quid des acteurs pionniers type Velleda, Dr Oshka, Fitz, Sanoflore? Alors, on a parlé effectivement de Velleda, de Sanoflore dans la présentation. Peut-être que tu veux apporter des points d'éclairage, Sophie, sur Alors, de la première heure. Quid, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce sont effectivement des pionniers. Ils continuent. C'est dans leur ADN. Après, ce n'est pas forcément des acteurs majeurs de l'innovation actuellement. Voilà. C'est mon ressenti. Ils sont là, ils ont des produits cultes, des produits, ce qu'on appelle des must-have. Mais voilà, je les vois, ils communiquent comme ils ont toujours communiqué, parce que voilà, ils sont dans la naturalité, ils font très attention à l'environnement, etc. C'est des gens qui ont travaillé depuis longtemps sur ces thèmes-là. Mais voilà, je vois pas, j'ai pas grand-chose à dire dessus, sauf que effectivement, ils sont là. J'ai rien à rajouter. Moi, j'avais une autre question parce qu'on en a un peu moins parlé, que je t'adresse, Sophie. Quand on parle de beauté engagée et responsable, la RSE, c'est aussi l'impact sur la société. Et est-ce que les marques et les entreprises, elles n'ont pas un rôle à jouer pour faire évoluer la représentation de la femme dans la société, la représentation du bien vieillir, etc. Les cosmétiques, c'est quand même une affaire de femmes, hein. Même si les hommes en achètent, c'est vrai que c'est quand même directement lié au monde féminin. Et effectivement, que c'est tout de suite la première chose auquel on pense. Pour faire changer les comportements, les marques cosmétiques ont leur rôle à jouer. Dove a été la première. Il y a une dizaine d'années, avec sa campagne, on voyait des femmes de toutes les couleurs de peau et de tous les poids et tailles. Et on est beaucoup maintenant dans le body positive, dans l'inclusivité. Donc, ça veut dire que maintenant, il faut décomplexer les gens et que le modèle parfait des années 90, où il faut avoir les mensurations comme ça, avoir le cheveu raide, de telle couleur, etc. Enfin, les dictats de la beauté, hein, qu'on a beaucoup reproché d'ailleurs à la presse féminine, hein, et qui existent aussi dans la mode. Sont en train avec cette nouvelle génération, d'ailleurs c'est très poussé par la génération des X et Y, hein, des millennials, où finalement c'est décomplexé, c'est très à l'anglaise, hein. C'est décomplexé, c'est maintenant j'ai des taches de rousseur et je les montre. Il y a de plus en plus de campagnes là-dessus où c'est toutes les beautés. Alors ça fait un peu galvaudé, mais c'est vrai.
Je pense également, il y a 2 ans, à Sophie Fontanelle, qui a lancé presque quelque chose de sociologique avec les cheveux blancs, où la femme, pendant très longtemps, un homme aux cheveux blancs, c'était sexy, et une femme aux cheveux blancs, c'était une vieille sorcière. Et il y a eu tout ce mouvement-là du grey, qu'on appelait le grey, pour justement remettre à l'honneur les femmes et qu'elles ont le choix et qu'on n'a pas à les juger et qu'elles sont belles, qu'elles aient des cheveux blancs ou des rides. Ça, c'est le co-aging, c'est le bien vieillir. Là, c'est encore une autre tendance où en fait, on veut plus, les femmes ne veulent plus paraître plus jeunes, c'est pas le problème. Elles acceptent leurs rides, elles acceptent d'avoir 40 ans, 50 ans, 60 ans. Par contre, ce qu'elles cherchent, c'est avoir de l'éclat, c'est avoir bonne mine, c'est avoir une jolie peau. Donc ça aussi, c'est nouveau, ça veut dire que je vieillis bien, je fais mon âge, mais je le porte bien, je le porte haut et je le dis, et je le clame. Voilà. Merci Sophie. On arrive à la fin de cette conférence. Peut-être juste pour conclure, une dernière question, parce qu'on a parlé beaucoup de responsabilité ce matin, d'engagement. Dans cette période compliquée de cette crise liée au Covid, quel a été le rôle des marques, hein? Est-ce qu'elles ont été engagées et responsables, hein, pendant cette crise? Alors, elles ont question sur ce sujet, pardon, dans l'auditoire. Que pensez-vous de l'initiative de Clarins sur la beauté pendant le confinement? Consultation. Alors, il n'y a pas de Clarins, hein. En fait, dès la première semaine, moi, en tant que journaliste, ex-journaliste, j'ai reçu beaucoup de communiqués de presse. La FEBA aussi a beaucoup communiqué dessus. On a vu un véritable engagement parce que la cosmétique a été, mais c'est le hasard, enfin, le hasard. Le Covid a fait que c'était la santé et que voilà, c'était les gels hydroalcooliques, tous les produits d'hygiène, et elle a été impactée directement, cette industrie cosmétique. Et tout de suite, on a vu, il y a une réaction très rapide de toutes les grandes marques, des grands groupes, hein, que ce soit L'Oréal, Clarins, mais d'autres marques qui sont passées plus inaperçues parce qu'elles sont moins connues. Mais il y a eu, dans l'ensemble de la profession, elles ont mis les chaînes de production au service du bien commun en faisant produire des gels hydroalcooliques qui manquaient beaucoup. Elles ont distribué beaucoup de produits d'hygiène aux hôpitaux, etc. Donc, on a vu vraiment une prise de conscience très rapide et d'engagement. Voilà. Après, moi, j'ai plusieurs bémols à apporter à ça. C'est très bien. Par contre, j'ai vu à partir de ce moment-là, disons au bout d'un mois, quelques dérives parce qu'il y a de la récup, parce qu'il y a de l'opportunisme, et c'est un peu aussi, c'est souvent le cas, hein, quand ce genre de crise arrive, il y a toujours des gens qui essayent de gratter et de faire de l'opportunisme. Donc après, il y a eu une escalade avec des marques qui clamaient que, et je distribue 10 000 crèmes, et on est venu dans les chiffres, c'est devenu comme si c'était challengé, stratégique, et ce n'était pas la bonne communication à faire. Pour moi, ça m'a choquée en tant que femme, consommatrice et journaliste. Et donc, je pense que là, toutes les marques ne sont pas positionnées de la même manière, et qu'il y a un savoir-faire et un savoir et faire savoir qu'il faut peut-être là reswitcher et un petit peu modifier. Je voudrais citer Nicolas Hulot qui parlait sur France Inter hier et qui parlait de volonté et de sincérité, et qui espérait que cette volonté, cette sincérité qui s'est développée pendant cette crise sanitaire qu'on est en train de vivre allait perdurer dans les mois qui viennent, et que ça allait être un booster, et que les entreprises, alors lui parlait largement, mais moi je m'adresse aux entreprises cosmétiques, que ça va faire encore plus bouger les choses dans le sens de la RSE, dans le sens de la RSM et d'une beauté responsable. C'est mon grand désir. Voilà. Merci Sophie. Et c'est vrai que ça me fait un peu une transition, parce que c'est vrai que tu soulignes potentiellement l'opportunisme de certaines marques pendant cette crise.
C'est vrai que l'enjeu, et notamment pour devenir une marque contributrice ou contributive du développement durable, c'est aussi cette cohérence. Cette cohérence, c'est de pas aller trop vite, de pas passer directement à la case, je dirais, raison d'être. Et c'est vrai que chez LinkUp, nous, on a une façon aussi un petit peu d'aborder les choses, qui est de dire finalement, il y a une marche en avant sur les sujets de la responsabilité sociétale de la marque ou de l'entreprise. Ça commence, et c'est ce qu'on appelle l'engagement 1.0, par cette prise de parole pour expliquer qui on est, quelles sont les valeurs de la marque, qu'est-ce qu'on défend, cette idée de se raconter. Et puis ça passe effectivement par cet engagement 2.0, comment on ne nuit pas effectivement à la planète, comment on s'inscrit dans des engagements sur le social, sur l'environnemental, sur la réduction des déchets pour avoir un impact le plus faible possible. Et puis l'engagement 3.0, c'est comment on devient une entreprise utile à la société et contributive. Toi, tu appelles ça les entreprises régénératrices, Sophie. Nous, chez LinkUp, on parle d'entreprise. J'aime beaucoup ce mot d'apporter, de ne plus, si je peux me permettre, on a pris à la nature. Après, on a essayé de faire un impact zéro, de la préserver. Et aujourd'hui, maintenant, c'est la valoriser. Enfin, quand je parle de nature, c'est le monde dans notre univers. Hommes, les êtres humains, les animaux, la nature, c'est un tout, en fait. Et ce tout est interactif. On ne peut pas vivre les uns sans les autres. Et si on ne prend pas ça en compte, on se tire une balle dans le pied. Merci pour vos questions et merci pour votre participation.